mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt buongiorno a tutti, l'accent italien magnifique pour parler de ce Giro. Le Tour d'Italie est là, le début de la saison des grands tours après les classiques. On va parler du Tour d'Italie pendant, une grosse demi-heure, voire même peut-être un peu plus. De toute façon, on déborde à chaque fois. Pour m'accompagner sur cette présentation du Tour d'Italie 2026, Paul, le cycle des temps, est avec moi. Salut Paul. Salut, un plaisir de venir. Là, ça y est, on passe à la période des grands tours. Ça va être très sympa. Et oui, il commence à faire beau. On sent que les arbres sont en fleurs. Alors, il fait beau, mais il pleut quand même pas mal. Donc, quand on est à cette période-là où il fait beau et il pleut en même temps, on sait pas trop à quel sein se vouer sur la météo. C'est que c'est le Tour d'Italie. Plus tard, après, ce sera le temps du Tour de France, le Tour d'Italie qui démarre. On a passé la période des classiques où on a vu notamment en fin de période de classique un Français qui s'appelle Paul Sexas qui a brillé. Paul Sexas qui est annoncé, ça y est Paul, aussi Paul, sur le Tour de France. On a eu l'officialisation il y a quelques jours en début de semaine de la présence de Paul Sexas. Bon, après ses performances au Tour du Pays Basque et à la Flèche Wallonne et même à Liège-Bastogne-Liège, ça ne faisait plus grand doute de la présence de Paul Sexas au Tour de France. On en avait pas mal parlé après Liège-Bastogne-Liège. Nous, on donnait notre avis. C'est vrai que il explose les temps de passage. Il est en avance sur tout ce qui était prévu en ce début de saison. C'est une vraie logique de le voir sur le Tour de France avec des ambitions. Lui va vouloir, je pense, performer, mais on va quand même le laisser plutôt tranquille. Si on voit qu'à un moment donné, il craque, on lui en voudra pas trop. Et si même on voit qu'il performe, on se dira, il est quand même, et c'est un surdoué, ça reste un surdoué. Ouais, clairement. En tout cas, je suis pas surpris qu'il participe au Tour de France cette année. On savait que ça serait pas le Giro avec son premier gros bloc qui était annoncé. On savait qu'il allait conclure son premier bloc par Liège-Bastogne-Liège. On savait également, un petit pointillé, qu'en deuxième partie de saison, il viserait les championnats du monde avec sa préparation au Canada, à Montréal et au Québec. Ce qui faisait qu'en plus, pour le Tour d'Espagne, ça c'était un peu compliqué pour lui d'y prendre part, sinon il aurait dû abandonner. Et donc, il restait plus que le Tour de France à démarrer cette année. Et ça a été annoncé de belle manière. En plus, joli coup marketing, je pense quand même, il faut le souligner, par cette belle vidéo avec ses grands-parents en famille. Ouais. Ça fait bien plaisir. Ouais, et puis Paul Sexas, finalement, en fait, toutes les planètes s'alignaient pour qu'il est sur le Tour de France. On en avait parlé dans le podcast débrief de Liège-Bastogne-Liège. Il y en a un qui s'appelle Thomas Vauclair. Quand il a vu ce que Paul Sexas était capable de faire, au championnat d'Europe l'année dernière, où il est déjà médaillé sur le parcours en France, 2 sur les classiques ardennaises, il a dû dire à Paul, il dit, mon petit Polo, t'inquiète pas, va au Tour, t'inquiète pas, te prends pas la tête, tu en ressors avec de la caisse, tu coupes, tu te prépares, on part en Amérique du Nord ensemble pour aller prendre une médaille au championnat du monde. En tout cas, je pense qu'il est légitimement capable de prendre une médaille. On verra avec quel état de fraîcheur il sortira du Tour de France. Finalement, maintenant, c'est la seule inconnue, c'est sa capacité à encaisser les 3 semaines, même s'il semble se diriger vers une filière de coureurs largement capable d'encaisser les 3 semaines de course quand même. Ouais, je pense qu'il tiendra les 3 semaines en soi. C'est vrai qu'on a envie de mettre des bâtons dans les roues. On n'a pas envie que ça soit très simple pour lui. Mais là, les étapes, il les brûle assez rapidement et il monte très vite en gamme. Donc, je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'il tienne ces 3 semaines, qu'il ait la caisse pour le faire. Après, qu'il fasse top 10, top 5 ou même podium, ce sera l'histoire de la course qui l'écrira. Ouais, avec un potentiel maillot blanc pour Paul Sexas, qui va découvrir ce Tour de France au départ de Barcelone. Et je peux déjà vous dire que normalement, Vélo Podcast sera sur le début du Tour de France et notamment le passage dans les Pyrénées. On ira voir un petit peu la folie Paul Sexas auprès des supporters et auprès des suiveurs. Ça, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Vous savez que ça passe. Je suis basé à Bordeaux, ça passe un peu dans la région, donc on va essayer de faire comme on avait fait en 2023 avec le passage du Tour. En plus, qui arrive à Bordeaux comme en 2023. Voilà un petit peu pour
le cas Paul Sexas, bon, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Encore un grand merci pour vos écoutes très nombreuses sur les podcasts des Ardennaises et puis des Flandriennes. Vous avez été très nombreux à nous écouter, franchement, c'est top, hein. Vous nous faites grimper aussi dans les chiffres d'écoute et je voulais vraiment vous remercier. Et bien notamment, je remercie aussi les intervenants qui viennent et qui se rendent dispo, notamment toi, Paul, pour te rendre dispo pour cette présentation du Giro. Voilà, c'est encore un vrai plaisir. Donc j'en profite pour te remercier. Voilà, on se balance des fleurs, c'est le moment. Voilà, bon, on va parler du Giro un petit peu parce que on arrive sur le premier grand tour de la saison. Alors, dans les ogres un petit peu, alors on parlait Paul Sexas, on le met un petit peu dedans. D'ailleurs, alors juste, il a donné son programme de fin de saison. Il a annoncé sur le Dauphiné, alors Tour Auvergne, Rhône-Alpes, machin là. Evenepoel s'est désengagé, en tout cas, c'est enlevé ça du programme. Sexas se semble sur une autoroute pour performer sur le Dauphiné. Une équipe Red Bull Bora qui a emmené quand même des leaders très sympathiques sur ce Tour d'Italie, mais il y en a un qui fait office d'ogre. Quand même, c'est Jonas Vingegaard qui peut boucler avant Tadej Pogačar, la trilogie des grands tours, double vainqueur du Tour de France en 2022 et 2023, le Danois, vainqueur du Tour d'Espagne l'année dernière. Il peut remporter son troisième grand tour différent, donc, et son quatrième grand tour en tout. Avec ce Giro, Paul, on se dit quand même que Jonas Vingegaard, il est sur la voie royale. On voit personne pour aller lui contester la victoire finale quand même. Non, il est ultra favori à la victoire sur les 3 semaines, sauf chute, sauf problème. Il a la voie royale, comme tu dis. Et c'est vrai que c'est très surprenant au final que ça soit le premier des deux entre Pogačar et lui qui soit le premier à aller, pourquoi pas, rentrer dans ce cercle fermé des vainqueurs des 3 grands tours. Il l'a fait de très belle manière en remportant le Tour d'Espagne l'an dernier après sa victoire sur ces 2 Tours de France 2022-2023. Et là, il est sur cette suite parfaite. L'an dernier, il avait été, on va dire, titillé au grand maximum par Joao Almeida sur le Tour d'Espagne. Joao Almeida qui était annoncé à nouveau sur ce Tour d'Italie. On pouvait attendre, pourquoi pas, une nouvelle bataille. Sauf que Joao Almeida est pas du tout en condition pour participer au Tour d'Italie et ne sera pas présent. Donc effectivement, Jonas Vingegaard, il s'avance comme le grand favori sur ce Giro. Ouais, puis même avec Joao Almeida au départ, quand même, il aurait été sur une voie royale. Vingegaard, on le redit souvent quand on parle de hiérarchie un petit peu de coureurs de grand tour et de classements généraux. On a Pogačar, on a Vingegaard, et puis après il y a un monde d'écart avec la concurrence. On l'a encore vu sur le dernier Tour de France, où quand on regarde les écarts, franchement, entre les 2 premiers et le reste de la concurrence, Vingegaard termine à 4 minutes 24 de Pogačar sur le Tour l'année dernière. Lipovic, 3e, est à 11 minutes. Derrière, il y avait 7 minutes d'écart entre Vingegaard et Lipovic. Il y avait pratiquement le double d'écart entre le 2e et le 3e qu'entre le 1er et le 2e. C'est dire le monde qu'il y a entre le Slovène, le Danois et les autres. Quand on regarde la concurrence, on prendra le temps de parler un petit peu de la concurrence et de la bataille pour le podium. Bon, il n'y a pas de coureur aujourd'hui capable de rivaliser avec Vingegaard, qui quand même fait un début de saison très solide. Là encore, c'était un peu sur la lignée de l'année dernière où il avait chuté à Paris-Nice, il avait fait une commotion, il avait abandonné. En Algarve, il avait dominé son début de saison l'année dernière. Il avait fait 2e du Dauphiné sur sa reprise post-Paris-Nice, déjà dominé par Tadej Pogačar comme au Tour de France, avant de partir à la Vuelta, une Vuelta chaotique avec toutes les manifestations, mais qu'il avait maîtrisé du début à la fin. Bon, début d'année 2026, Paul, il remporte le Paris-Nice et Catalogne avec des temps d'écart. Alors attends, je vais regarder les temps d'écart qu'il y a. Je crois que c'était dans les 5 minutes Paris-Nice avec 4,23 d'avance sur Daniel Felipe Martinez. C'est ça. Et 1 minute 20 à peu près sur le 1 minute 20 sur Lenny Martinez en Catalogne, avec quand même, il n'y avait pas de quoi faire de gros écarts. Il arrive quand même à faire une 22. On sent que Jonas Vingegaard, notamment ces 2 dernières années, même s'il a été dominé par Pogačar, il a étoffé son bagage de cycliste en travaillant les efforts punchy, notamment en n'étant plus seulement un grimpeur linéaire. Est-ce que c'est le sentiment que te laisse un petit peu ce début de saison et puis aussi ce qu'on avait vu avant le Tour de France l'année dernière?
Bah, c'est vrai que Vingegaard, il évolue à une époque où tu as Pogačar qui prend tout sur son passage. Et si Pogačar n'était effectivement pas présent, bah, ça serait Jonas Vingegaard qui, au niveau, simplement, il serait déjà pas mal, au niveau des grands tours, des courses par étapes, qui prendrait tout sur son passage. Et justement, il en est pas loin. Il fait une véritable radia de ces courses par étapes. J'en vois plein. Là, du coup, il a inscrit son nom au palmarès du Tour de Catalogne, de Paris-Nice. Mais ces dernières années, il y avait le Pays Basque également, Tour de Pologne, il y a le Dauphiné aussi il y a quelques années de ça, Tirreno qui l'a Tirreno remporté. aussi. Donc non, il fait une vraie radia sur ses courses par étapes. Ouais. Ah, il le manque quand même le Tour de Guangxi, hein, ça franchement, Vingegaard. Non, mais blague à part, c'est vrai que ça reste un formidable coureur de grand tour. Il a 29 ans, il aura 30 ans en fin d'année. Et c'est vrai que, alors moi je regrette de pas le voir sur les Ardennaises. Je pense qu'il aurait vraiment de quoi, il y aurait vraiment de quoi. Alors, je dis pas titiller Tadej Pogačar parce qu'on voit la force qu'il a encore et l'attaque nucléaire qu'il a envoyée à Paul Sexas dans la Redoute pour tenter de le lâcher. Mais on se souvient notamment de la bataille lors de la première semaine du Tour de France l'année dernière où Vingegaard n'avait pas été lâché à la pédale par Pogačar. Notamment, c'est l'arrivée à Rouen. Voilà, je me trompais entre Rouen et Caen. C'était l'arrivée à Rouen où c'était très punchy dans le final. Il n'avait pas réussi à le lâcher, le Slovène, Vingegaard. Et Vingegaard, finalement, tu sens que alors, il protège beaucoup sa vie de famille aussi. C'est un Danois, c'est un Nordique. Il est là aussi. Il a une grande vision de la famille et surtout de sa vie de cycliste hors vélo. Mais quand il vient, il cible les objectifs et il sait être en forme au bon moment. Exactement. Bon, il a eu ce fameux petit loupé en fin de saison dernière sur les championnats d'Europe où justement il a voulu se tester sur les classiques sur une course d'un jour. Alors il a vu que bon, oui, il était pas en forme. C'était la fin de la saison. Il sortait du Tour d'Espagne. On est d'accord. Et là, tu parlais justement d'un homme de classique. On l'a vu aussi sur Paris-Nice dans ces fameuses étapes dantesques, courues sous des conditions dantesques. Et on l'a retrouvé à l'avant et facilement à l'avant. C'est l'étape où il met tout le monde à l'amende finalement. Ouais, il met tout le monde à 3-4 minutes avec Vauquelin qui termine deuxième à 4 minutes, je crois. Ouais, c'est exact. Donc, c'est des profils aussi qui peuvent lui plaire. Après, maintenant, je pense que lui, il a pas. Je sais pas si un jour il aura envie d'aller sur les classiques, mais je pense, comme on le citait tout à l'heure, il a plus envie d'étoffer son palmarès sur les courses par étapes. Il serait peut-être plus à aller au Tour de Guangxi, tu vois, si c'était la dernière course par étape pour le Tour qui lui manquerait, qu'une participation sur Liège. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, oui. mais ouais. Ça serait plus ça, quoi. Alors oui, Vauquelin n'avait pas terminé deuxième de l'étape. Pour les puristes, je me suis remis sur le classement quand même. Il avait terminé 6e de l'étape, mais il avait consolidé une place au général. Vauquelin, il avait perdu sa deuxième place du général. C'était Daniel Felipe Martinez qui avait été le dernier à résister à Jonas Vingegaard qui avait terminé à 41 secondes. Martinez, mais Vauquelin, tu vois, avec le reste, ceux qui avaient été lâchés avaient terminé à 4 minutes. Voilà, pour être précis et pour parler aux puristes qui ne manqueront pas de me corriger sur ce que j'ai dit parce que vous êtes toujours là dans les commentaires aussi, la plupart bienveillants quand même, il faut le souligner, notamment sur YouTube, à aller donner votre avis notamment sur la question. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. On se dit quand même que sur le parcours de ce Tour d'Italie, on va en profiter un petit peu parce que où Jonas Vingegaard va remporter ce Tour d'Italie? C'est ça la question qu'on peut se poser aussi, c'est la question qu'on peut se poser. On rappelle qu'il y a un départ en Bulgarie, donc avec 3 premières étapes vendredi, samedi et dimanche. Dès la deuxième étape, une étape un petit peu pour puncher, ça va tournicoter un peu dans le final avec une bosse dans le final, 225 km dès la deuxième journée de course, dès la deuxième journée de course. Lundi, il y aura une journée de repos avant de partir sur une semaine où il y aura notamment l'arrivée au Blocos, l'arrivée au Corno à l'Escalé. Voilà, en fin de première semaine, il y aura de quoi faire la différence sur le week-end, sur le dernier week-end. Et la deuxième semaine, on aura le contre-la-montre. Alors là, ça peut être à l'avantage de Vingegaard, ce contre-la-montre tout plat de 42 km. Bon, quand on voit la concurrence, Paul, on se dit, il y a Félix Gall, il y a Giulio Pellizzari, il y a Mikel Storer notamment, on va en parler. Et Vingegaard, il va leur mettre une tempête sur 42 km en contre-la-montre. Il est très bon.
Après, à voir. Je me pose encore la question. Je pense qu'effectivement, tu as annoncé 2 étapes difficiles avant le contre-la-montre. Je ne sais pas s'il y aura déjà beaucoup d'écart au classement général parce que, comme tu l'as dit, le Blocos, ça sera la première belle étape de montagne, une montée sèche. Je pense que ça va un peu s'observer sans trop dévoiler ses cartes. 244 km l'étape du Blocos. Donc je pense que ça sera encore un peu serré au classement général et c'est vrai que le contre-la-montre va pouvoir peut-être créer davantage d'écart parce que il y a quand même 42 bornes comme tu le dis, donc pour celui qui est pas en forme le jour du contre-la-montre, il va prendre des minutes. Ça fait office même de grands contre-la-montre. Aujourd'hui 42 km, on n'en a plus trop l'habitude. Alors que, bon, moi je milite pour le retour de grands contre-la-montre à 50 ou 60 km, qu'on ait des efforts de plus d'une heure, de largement plus d'une heure, parce que là, à 42 km, bon, normalement, en 50 minutes, ils ont bouclé le contre-la-montre pour les meilleurs. Moi, j'opterais franchement pour des retours de contre-la-montre individuels à 1 heure, 1 heure et quart, mais parce que ça pourrait aussi, alors, bon, vous enlevez Pogacar et Vingegaard, et vous pouvez enlever Paul Sexas qui performe en contre-la-montre. Ça pourrait forcer les grimpeurs à aller attaquer en montagne aussi derrière pour rattraper le retard. En tout cas, il faudrait alterner un petit peu. Bon, je referme la parenthèse. Ce contre-la-montre va faire office de début de la 2e semaine. Et en fin de 2e semaine, alors la 2e semaine sera pas totalement pour les grimpeurs. On aura notamment l'étape du mercredi où ça risque d'être pour les baroudeurs, punchers baroudeurs. Mais on aura le samedi, en fin de 2e semaine, l'arrivée à Pilla où là il va y avoir du dénivelé. Ça va être une étape très intéressante. J'essaie de regarder si j'ai le dénivelé de l'étape de Pilla, si je peux la retrouver ailleurs. On sera en 2e semaine, il est annoncé à 4000 mètres de dénivelé. Elle est annoncée à 4000 mètres de dénivelé cette 14e étape avant d'arriver à Milan et dans l'arrière-pays de Milan pour la fin de 2e semaine. Et puis, me semble-t-il, une incursion en Suisse pour débuter la 3e semaine, avant notamment, une étape toute plate à Rome la dernière journée, mais le vendredi notamment, avant l'arrivée à Rome, une étape avec... Là, va falloir s'accrocher, va falloir être en forme, parce que va y avoir notamment le Passo d'Uran, ensuite le Passo Go, et le Passo Gio plutôt, et le Passo Falzarego à plus de 2000 mètres d'altitude. Bon, là, on est sur une étape à 4888 mètres de dénivelé, annoncée à la 19e étape, à 2 jours, 48 heures de l'arrivée à Rome. Est-ce que tout est fait finalement pour retarder l'échéance quand on regarde un petit peu ce parcours? Est-ce que tout est fait pour qu'on ait encore un scénario comme l'année dernière au final? C'est en tout cas bien l'impression que ça donne. Je pense que ça a été travaillé pour ça, puisque on doit attendre la fin déjà de la première semaine pour avoir une première difficulté. Le chrono en début de 2e semaine où là il va commencer à avoir les premiers vrais écarts. Il y a effectivement cette étape du samedi lors de la 2e semaine, qui est l'une des étapes reines. L'une des étapes reines, je prends en compte aussi, effectivement, quasiment en fin de 3e semaine, avec cette 19e étape, où là, ça va être aussi une étape de tous les dangers, alors qu'on est seulement à 48 heures, 72 heures d'arriver dans les rues de Rome. Et même là, la dernière étape, la veille, celle qui mène les coureurs vers Piancavallo, ça risque aussi d'être assez difficile. Donc, je pense que les organisateurs, ils font tout pour avoir un bouleversement dernière minute dans cette dernière semaine. Il faudra vraiment tenir les 3 semaines. Il ne faudra pas être en pic de forme pour la première semaine et ensuite être dégringolé les 2 dernières semaines. Il faudra le tenir tout au long. Ouais, parce qu'avec cette arrivée à Piancavallo, c'est une montée finale de 14 bornes et demi à un peu moins de 8% de moyenne qui va être grimpée 2 fois. Le premier passage qui sera à 50 km de l'arrivée, on va redescendre Piancavallo pour revenir au pied de cette montée. Donc entre Aviano et Piancavallo pour cette avant-dernière étape, 200 bornes avec 3700 mètres de dénivelé, et donc en fait le principal des dénivelés ce sera les 2 montées de Piancavallo. J'essaie de regarder les dénivelés des étapes. On a la 17e étape à 3200, pratiquement 3300 mètres
dénivelé pour baroudeur. On a l'arrivée à Cary, je crois que c'est côté suisse, à un peu moins de 3000 mètres de dénivelé. On a parlé l'étape de Pila à 4200 mètres de dénivelé. Et puis après, on est sur même un peu moins de 3000. L'arrivée à Chiavari, c'est le lendemain du contre-la-montre. Il y a quand même une étape à 3000 mètres de dénivelé, mais sans avoir trop d'altitude. Donc c'est quand même très particulier. Comment tu sens le comportement de la Visma Lease the Bike? On sait que les UAE sont très ogres dans leur manière de fonctionner. Est-ce que tu sens que les Visma vont faire des cadeaux aux baroudeurs, peut-être à des échappés de fond de top 15, des baroudeurs grimpeurs, punchers? Ils vont donner des cadeaux un petit peu pour permettre aux équipes de manger un petit peu aussi pendant ce Giro? Je pense que le Giro il est toujours plus propice à ce qu'il y ait des échappés qui viennent se jouer la victoire que sur un Tour de France. Selon moi, sur des étapes un peu plus escarpées, ça laissera un petit peu plus la marge aux échappés. Et c'est vrai que Visma a tendance à davantage après jouer sur la défensive une fois qu'ils ont le maillot sur les épaules, alors que quand t'as Pogačar dans l'équipe et qui est déjà leader, c'est le premier à vouloir attaquer pour aller chercher une nouvelle victoire. Je pense qu'au contraire, Vingegaard il sera pas dans ce combat d'aller chercher, je sais plus, Pogačar il avait été chercher 5 à 7 victoires sur son Giro victorieux. Je suis pas sûr que Vingegaard en sorte avec autant, mais ils vont essayer de maîtriser tout ça avec l'équipe et offrir des bonnes sorties aux coureurs qui sont loin du classement général pour les purs baroudeurs. Pogačar qui avait remporté le Giro 2024 avec 9 minutes 56 d'avance sur Daniel Felipe Martinez, et je compte les victoires d'étape. Il avait pris le maillot rose dès la deuxième étape à Europa, avec une victoire d'étape. Après, il avait remporté un contre-la-montre. L'arrivée du lendemain à Prati di Tivo et ensuite 3 autres étapes dans la dernière semaine. Ça a fait 6 victoires d'étape, plus le maillot rose, le maillot à pois. Il a même fait 5e du classement par points. Voilà un petit peu pour le Giro 2024 de Pogačar, avec aussi, allez, on va pas l'oublier, une 3e place dès la première étape à Turin et une 2e place au contre-la-montre. Il avait terminé à 29 secondes de Filippo Ganna. Donc Vingegaard, on peut comparer aussi à la Vuelta de l'année dernière, qui était une Vuelta, alors on s'est tronqué avec les manifestations, mais il avait aussi su donner à un moment donné certaines étapes. Quand je dis donner, il y a 3 victoires d'étape au final. Je regarde quand même des arrivées comme à l'Angliru au lac de Somiedo. À l'Angliru, il ne fait pas tout pour passer devant Almeida dans les rampes finales, dans les derniers mètres pour la victoire d'étape. Et le lendemain, il y a une victoire de Marc Soler au lac de Somiedo. Donc on voit quand même qu'il a su quand même gérer un peu les cadeaux aux autres. Pareil pour l'arrivée à l'Alto des Moredero avec la victoire de Pellizzari, où ça s'était joué. Alors je crois que c'est une étape qui était un petit peu tronquée, il y avait beaucoup de vent et la fin de l'étape avait été un peu redessinée, mais on voit que Vingegaard est en gestion, d'autant plus que Vingegaard, Paul, il sera sur le Tour de France, et là aussi il peut pas se permettre de faire tout un Giro à fond. Ouais, bien vu de le rappeler, parce que ça m'était sorti un petit peu, comme on est focus sur le Giro en ce moment, ça récompense pas du coup au Tour de France, mais lui, je pense qu'il l'a bien en tête, et c'est vrai que s'il pouvait économiser ses efforts et remporter le Giro, je pense que ça lui déplairait pas forcément, parce que je sais pas si tu as vu aussi dans ses déclarations, mais il a dit qu'il voulait remporter aussi le Tour de France cette année. Enfin, il a été agressif dans une de ses déclarations, en disant qu'il y avait quand même l'ambition de la gagne aussi sur le Tour. Donc, effectivement, je pense s'il peut rouler parfois un peu à l'économie, en maîtrise, je pense qu'il s'en privera pas. Ouais, et puis au final, 2 courses par étape de préparation, Paris-Nice et le Tour de Catalogne. Alors il avait enchaîné, parce qu'entre la fin de Paris-Nice et le départ du Tour de Catalogne, il y avait une semaine d'écart. Donc il a fait un bloc au mois de mars. Mois d'avril, il s'est mis au chaud. Au mois de mai, il part sur le Tour d'Italie. On sait que Vingegaard est capable d'encaisser des mauvaises conditions météorologiques. C'est un nordique, c'est un danois. Donc normalement, si on venait à arriver avec de la fraîcheur, voire même de la neige sur l'altitude, comme on a l'habitude au Tour d'Italie, il serait capable de l'encaisser. Derrière, il se remet au frais au mois de juin pour arriver plein gaz au mois de juillet à Barcelone. Franchement, quand on connaît Vingegaard, on se dit que c'est un programme équilibré et il va servir de ce Giro-là
pour une montée en puissance en vue du Tour, non? C'est vrai que c'est un des coureurs qui a le moins couru cette saison. On l'a peu vu apparaître et en plus il a même dû quand même refaire son programme parce qu'il devait même pas être présent sur Paris-Nice. Il était annoncé sur le Tour en début de saison de mémoire et avec avec sa chute à l'entraînement, il avait repoussé sa reprise sur Paris-Nice. Mais effectivement, comme il est sur une année de doublé Tour d'Italie, Tour de France, je pense qu'il a fait une préparation de sorte à ce qu'il puisse sortir frais du Giro pour récupérer et reprendre après derrière sur le Tour de France. Bon, Jonas Vingegaard, grand favori. On peut s'avancer, on le voit gagner le Tour d'Italie, Jonas Vingegaard. On le voit gagner le Tour d'Italie, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de Vingegaard depuis tout à l'heure. Mais allez, s'il y a un coureur qui pourrait venir le titiller, un peu, quand je dis titiller, c'est un peu de la manière d'un Joao Almeida sur le Tour d'Espagne l'an dernier. Je vois un Giulio Pellizzari, l'Italien, essayer de parfois être à son niveau, pas à chacune des étapes. Mais je pense que s'il faut qu'il y ait un coureur dans sa roue, s'ils sont plus que deux à un moment donné, le deuxième, ça sera Pellizzari pour moi. Et on va en parler de Giulio Pellizzari et des autres favoris. Bon, Vingegaard, on rappelle aussi, devait faire sa reprise à l'UAE Tour. Et au final, après une chute, notamment à l'entraînement, on s'en souvient, en préparation, il était finalement revenu à Paris-Nice. Mais ce sera trop tard. John Gadret va s'imposer et offrir au peloton français sa première victoire dans ce Giro. Bon, la suite. On a fait des favoris en 3, 2 et 1 étoile, comme on a l'habitude de faire dans Vélo Podcast. À 3 étoiles, il n'y a personne. Pourquoi ? Parce que Vingegaard, on l'a mis à 4 étoiles, tellement il y a un écart, selon moi en tout cas, et selon nous, je pense que Paul, tu vas partager mon avis, entre Vingegaard et la concurrence. Derrière, à 2 étoiles, pour la bataille pour le podium, ça va quand même être assez serré. J'ai mis 4 coureurs. Je pense que tu ne vas en mettre que 3, on va voir. J'ai mis Félix Gall, Giulio Pellizzari, Michael Storer et Adam Yates. Et je vais détailler pour voir si tu es d'accord, et comme ça vous verrez un peu les coureurs qu'on a ciblés. À 1 étoile derrière qui pourront se batailler pour le top 5, top 10, Santi Buitrago, le duo Gillo Ciccone Derek G à la Lidl Trek, Enric Mas à la Movistar, le duo Egan Bernal Thymen Arensman. Alors Ineos, j'ai plus le nom exact, bon, faudra pas la Net Company Ineos, voilà pour l'équipe Ineos, Pinarello de la NSN, Ben O'Connor de la Jayco que j'ai relégué en 1 étoile, et puis Jay Hindley, équipier de Pellizzari que j'ai mis en 1 étoile. Jay Hindley qui est plutôt équipier de l'Italien. Bon, tu le vois un petit peu de cette manière-là, notamment la bataille pour le podium. Gall, Pellizzari, Storer, Adam Yates. J'ai mis Adam Yates parce que UAE, Storer qui monte en puissance chez Tudor, Pellizzari et Gall qui sont aujourd'hui hors Tour de France, quasiment toujours dans le top 5 de Grand Tour. Je vais venir t'embêter et je vais mettre 2 étoiles et demie. Je vais en mettre un au-dessus des autres, comme j'en ai parlé. Je vais mettre Giulio Pellizzari légèrement au-dessus de ce paquet-là. Ensuite, effectivement, Félix Gall aussi sera l'un des grands prétendants en podium. On sait l'an dernier, il continue au niveau de sa régularité avec Decathlon. Plus Decathlon est devenu une top team depuis le début de saison, donc ça serait vraiment étonnant de ne pas les retrouver à minima à la bataille pour le podium. Effectivement, après il y a aussi l'équipe, bon je vais garder Ineos, mais oui, Net Company, qui a un beau duo avec Egan Bernal et Thymen Arensman. Je vois pourquoi pas. J'hésitais à mettre Bernal en 2 étoiles. Moi de mon côté, je vois un Bernal. Pourquoi pas aller au-dessus de Thymen Arensman. Allez, je me chauffe dessus. Adam Yates, comme je te disais tout à l'heure avant de démarrer, j'ai mis quelques doutes parce que effectivement l'an dernier il était déjà présent en co-leader avec un Juan Ayuso dès le départ, et au final au moment où c'était Del Toro qui était le leader. Ouais, c'est ça, c'est Del Toro qui était le leader. Brendon McNulty a fait un meilleur classement général aussi, et il finit juste devant Rafał Majka. Donc c'est pour ça que j'ai mis quand même quelques réserves, mais c'est que cette année il y a tout qui est fait pour que ça soit le leader, mais t'as quand même quelques noms homogènes avec lui chez UAE. Donc moi c'est un gros doute côté UAE. Je sais pas qui est-ce qui vont réellement jouer le général, même si
tout le monde le pense, et même Adam Yates le pense, ça sera lui le leader au général, mais petit doute de ma part. Sur l'équipe annoncée par la UAE au départ du Tour d'Italie, Adam Yates, Igor Arrieta, Michael Bjerg, Jan Christen, Jonathan Narvaez, Marc Soler, Antonio Morgado et Jay Vine. Bon, Adam Yates a la plus grosse expérience sur 3 semaines. Jan Christen est un fougueux qui a besoin de se canaliser. Igor Arrieta est un coureur plein d'avenir. Il vient de faire 8e du Tour du Pays Basque cette saison. Il avait fait 3e de l'Alula Tour en début de saison. Arrieta à 23 ans, ce serait peut-être le moment pour lui de s'aguerrir sur Grand Tour. L'année dernière, il fait 36e du Tour d'Italie en ayant travaillé pour les autres. Voilà, peut-être que ce qu'il a réalisé sur le dernier Tour du Pays Basque va l'amener à réévaluer ses ambitions. Mais c'est vrai que au final, c'est très ouvert. Moi, je vois quand même Gall et Pellizzari un ton au-dessus. Le problème, c'est qu'on va voir, suivant le contre-la-montre, ce qu'ils vont prendre dans le contre-la-montre. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de gros, même Almeida n'étant pas là, il n'y a pas de gros mastodontes des courses par étapes sur ce Giro hors Jonas Vingegaard, que ça laisse quand même pas mal de place à des coureurs réguliers comme Pellizzari qui l'année dernière, Pellizzari si je me trompe pas fait encore 6e, alors voilà, je me 6e du Giro et 6e de la Volta, il fait doubler. Voilà, il fait doubler 6e. Il gagne en régularité, il a 22 ans, faut rappeler seulement, Pellizzari, et puis Félix Gall qui fait 5e du Tour de France l'année dernière, 8e derrière du Tour d'Espagne, mais qui est à la bataille pour le top 5. Quand tu fais 5e du Tour de France, c'est que généralement tu dois performer. Et puis Félix Gall, il a la pression d'un Paul Sexas maintenant aussi chez Decathlon CMA CGM, il doit s'affirmer. Ouais. Bah, pour reprendre un peu ce que tu disais, pour terminer aussi sur UAE, du coup, allez, s'il y a une petite surprise, l'an dernier, Isaac Del Toro, on le voyait pas du tout, mais allez, s'il y a une petite surprise, ouais, je mettrais une petite pièce sur un Igor Arrieta qui est au final leader, enfin qui fait au final le meilleur classement général. Après, effectivement, Pellizzari continue de monter en puissance. Pour moi, il fera 2e très clairement du classement général derrière Jonas Vingegaard. Bon, je pense qu'il prendra quand même un petit tir. Et derrière, moi, je vois une vraie bataille entre du Egan Bernal et du Félix Gall pour la bataille pour le podium. Et c'est vrai, comme tu dis, que c'est vraiment un top 10 qui pourrait être assez ouvert et on pourrait avoir aussi quelques surprises qui pourraient s'immiscer dedans. Et Egan Bernal qui fait quand même un bon début de saison. Il avait commencé sa saison au mois de février chez lui en Colombie avec une 5e place sur le contre-la-montre championnat national et puis un titre de champion de Colombie derrière de la course en ligne. 7e à la Faune d'Ardèche Classique en début de saison. 2e du Tour des Alpes, 5e de Liège-Bastogne-Liège. Sa 5e place sur Liège-Bastogne-Liège, elle laisse quand même augurer une vraie forme ascendante dans ce printemps et une arrivée au Tour d'Italie. Et Tour d'Italie qu'il a déjà gagné, il peut vraiment performer et faire quelque chose. J'ai mis en 1 étoile, mais j'hésite moi-même en fait là au final à ne pas le faire grimper. Il y aura le duo avec Arensman et la nette compagnie Ineos, ils vont pouvoir jouer un petit peu sur ce duo-là aussi. Ouais, et puis tu l'as très bien rappelé sur Liège-Bastogne-Liège. De base, c'est vrai que c'est pas un coureur qu'on penserait jouer avec les meilleurs sur Liège-Bastogne-Liège. En plus, il avait pris, me semble-t-il, l'échappée dès le départ avec Evenepoel. Il faisait déjà partie du groupe de 50 coureurs. Oui. Et à la fin, il arrive dans le 2e groupe, tout simplement, pour jouer le sprint final. Bon, il est battu par Evenepoel et Verstingen, mais il est derrière, il est là pour jouer avec les meilleurs pour le podium. Donc, très surpris de sa performance sur Liège-Bastogne-Liège. Et c'est pour ça que je le vois monter en puissance jusqu'au Giro. Je serais vraiment très heureux, en tout cas, à titre personnel, de le revoir au plus haut niveau sur le Tour d'Italie. Ce Tour d'Italie qui va s'élancer de Bulgarie. Si tu devais déterminer 2 coureurs pour accompagner Vingegaard sur le podium, tu mettrais qui ? Bah, de ce fait, à force de discuter, du coup, j'ai dit 2 Pellizzari. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais en 3, je mettrais Egan Bernal, moi. Bon, alors je serais d'accord avec toi pour Pellizzari 2e, mais je mettrais quand même Félix Gall à la 3e place. Ouais, okay. Avec notamment la haute montagne en dernière semaine. Je pense que Egan Bernal terminera au pied du podium, mais ça jouera pas à grand chose. Et Félix Gall, il a quand même, pour moi, il a quand même quelque chose à prouver, à se prouver aussi pour aller chercher le podium d'un grand tour qu'il n'a pas réussi à accrocher. 5e place sur le
sur le Tour de France. C'est quand même très intéressant ce que Félix Gall démontre depuis son arrivée chez Decathlon CMA CGM. Et il faut aussi dire, anciennement G2R, il est arrivé en 2022, c'est sa dernière année de contrat à Félix Gall chez Decathlon CMA CGM, avec l'avènement de Paul Sexas. Et peut-être que Félix Gall va se montrer cette année pour aller chercher un contrat ailleurs. Il y a aussi de ça, s'il ne renouvelle pas avec la place que va prendre la pépite française dans l'équipe, s'il arrive vraiment et s'il prolonge vraiment l'aventure dans l'équipe française, ce que je pense, même si là aujourd'hui c'est un jeu d'agent notamment pour faire grimper les enchères. Mais voilà, 5e à l'UE Tour en début de saison, 6e au Tour de Catalogne. Félix Gall s'avance vraiment comme l'un des gros outsiders de cette édition 2026 du Giro. Il sera accompagné en plus en haute montagne de notamment Stone Mittet, de Callum Scottson, notamment de Gregor Mühlberger. Voilà un petit peu, et le reste de l'équipe sera consacré aux sprinteurs, on en parlera tout à l'heure. Voilà un petit peu ce qu'on voyait sur les favoris. On rappelle à une étoile, c'est un peu ceux qui joueront top 10. Et comme Ciccone, alors on sait trop jamais, il va jouer un petit peu la montagne. Peut-être les étapes d'Eric J qui est arrivé cette année et qui a déjà fait top 10 du Tour de France. On a Buitrago qui a déjà fait des belles places top 10 du Tour de France, qui va être le leader de la Bahreïn Victorious avec Damiano Caruso aussi. Voilà, on sait très bien que les deux sont des doubles têtes, mais Damiano Caruso devrait travailler pour Buitrago. Il a travaillé Caruso pour Lenny Martinez sur le Tour de Romandie il y a quelques jours. Enric Mas toujours là, Pinarello peut-être une surprise. Voilà, Ben O'Connor, Jay Hindley, Ben O'Connor. Voilà, il va peut-être avancer caché aussi le grimpeur australien. Ouais, grosse interrogation. Tu parlais de Enric Mas rapidement là, grosse interrogation parce que Enric Mas, ça sera sa première participation au Tour d'Italie. On sait que lui c'est l'homme de Tour d'Espagne, mais il est capable du meilleur ou comme du pire, il est capable de pouvoir jouer podium ou alors de se faire battre en échappée par Valentin Paré-Peintre l'an dernier. Et allez, pour te citer aussi quelques autres noms, je voulais aussi quand même parler aussi de Tudor. Du côté de Tudor, tu auras quand même ce beau duo qui a été bien en vue au Tour des Alpes avec Michael Storer et Mathis Rondel. Michael Storer qui devançait justement d'une place Mathis Rondel. À voir qui des deux pourrait être bien meilleur sur les 3 semaines. Et en descendant un peu plus, il y a quand même aussi Uno X qui, me semble-t-il, ça va être sa première participation sur le Tour d'Italie pour eux. J'ai un petit doute si première participation ou non. Ouais, à voir s'ils avaient été invités les années précédentes. Je pourrais pas te donner la réponse tout de suite. Mais c'est la première année World Tour de Uno X, on est d'accord. Pour moi, c'est la première participation d'Uno X, et je mettrais aussi un Jonas Kulset, attention, pourquoi pas pour un top 10 aussi. Avec les conditions météo qui sont toujours un peu compliquées au Giro, tu peux avoir des Nordiques qui arrivent comme Vingegaard à briller. Hein. On rappelle qu'en fin de saison dernière, Kulset avait brillé notamment sur les semi-classiques italiennes. Bon, on verra. Est-ce que Uno X sera aussi la prochaine équipe de Jonas Vingegaard, qui, on le rappelle, lui aussi est en fin de contrat dans 2 ans à la Visma Lease the Bike, mais on prépare déjà l'avenir avec l'arrivée de Nordhagen qui était autour de Romandie. Voilà un petit peu. T'as parlé de Storer, t'as très bien fait, mais je vois bien Storer top 5, bien top 5 et moi en tout cas, sur cette fin de Giro. Je pense que les favoris, on en a fait un grand tour, un petit peu, Vingegaard, et puis derrière la grosse bataille pour le podium et le top 5. Paul, est-ce que t'as un mot à rajouter? Non, on a été exhaustif, je pense. Bon, il y a encore quelques noms qui pourraient s'immiscer, parce qu'on l'a dit, ça peut être très surprenant, mais ça va jouer un petit peu comme ça, Vingegaard et puis les autres. Et puis les autres, on va en parler. À pied derrière. Oh bah derrière c'est l'hécatombe, tout le monde est à pied, j'ai l'impression pratiquement. Ah bah tout le monde est à pied. On va parler des sprinters notamment parce que il y a toujours un beau plateau de sprinters sur le Giro. Il y a 8 ou 9 étapes cette année pour les sprinters, notamment la toute première où le vainqueur prendra le maillot rose avec ce début de parcours en Bulgarie, à Burgas, je crois c'est le nom de la ville, pour l'arrivée de la première étape. 8-9 étapes, on va détailler les sprinters. Là aussi, il y a un gros plateau. Il y a un gros plateau chez les sprinters. Paul Magnier, on va en parler quand même du français Paul Magnier à 3 étoiles. On l'a classé en 3 étoiles. 3, 2 et 1. 3 étoiles. Paul Magnier, Tobias Lund Andresen de la Decathlon CMA CGM, Jonathan Milan forcément et Dylan Groenewegen. Voilà un petit peu pour les
3 étoiles qu'on cite. Groenewegen, encore faut-il qu'il n'y ait pas trop de ponts d'autoroute dans le final pour le sprinter de la Unibet Rose Rockets. À 2 étoiles, Caden Groves, avec Arnaud Delis qui s'est remis à gagner, Orlus Saolar, Ben Turner, Pascal Ackermann, Casper Van Uden et Matteo Malucelli. Et puis à 1 étoile, Marcelluzzi, Madis Mikkels. J'ai mis Paul Penouet pour la forme, Ethan Vernon, Luca Mozzato qui est désormais à la Tudor, et puis Blikra, le sprinter de l'équipe UnoX. Voilà un petit peu les sprinters qu'on a donné. Alors bon, il y a du Ballerini aussi qui est au départ, peut-être Ballerini allez en 1 étoile quand même, à la Astana. Bon, même s'il y a Malucelli aussi. Bon, chez les sprinters, il y a quand même un gros plateau, Paul. Avec Magny, Andresen, Milan, Groenewegen, c'est quand même 4 gros noms des sprinters mondiaux qui sont là. C'est vrai, à la différence du classement général où on voit difficilement match. Au niveau des sprinters, là, il y a un match, effectivement. Il manque pas grand monde. Il manque pas grand monde. Il manque Tim Merlier, parce que j'allais parler de Jonathan Milan qui est actuellement top 2 mondial avec au Merlier. Sprint, avec Merlier. Donc Merlier, lui, qui sera sur le Tour de France, mais tu retrouves quand même un Paul Magnier qui prend sa place, et Paul Magnier, c'est pas n'importe qui ces derniers mois. Il manque Merlier, Philipsen et Jordi Meeus et Olaf Koy quand même dans le top 10 mondial. Ouais, tout de même, c'est vrai qu'un Philipsen, Olaf Koy, malheureusement, qui a toujours pas repris sa saison, mais qui faisait aussi de son objectif principal le Tour de France. À voir si mais Andresen qui brille. Prend part au Tour, mais ouais, et Lund Andresen qui au final est la meilleure recrue au final de l'équipe Decathlon CMA CGM de ce début de saison, qui brille partout où il passe. Donc c'est pas déconnant aussi de le mettre parmi les 3 meilleurs sprinters. Il y aura aussi une belle bataille, très honnêtement, une belle bataille dès ce vendredi pour savoir qui revêtira ce premier maillot rose. Je pense qu'il y aura pas mal d'envie de la part de chacun de porter le maillot de leader dès ses premières étapes, tout simplement. Et puis, comme tu l'as dit, Paul Magnier qui fera son 2e grand tour, son 2e Tour d'Italie. On sait que l'an dernier, pendant sa découverte, c'était pas super bien passé. Il avait fait au mieux une 3e place lors d'une arrivée à Naples derrière Milan Fretin et Caden Groves aussi. Caden Groves qui sera également au départ. Donc non, il va avoir une belle bataille, effectivement. Ouais, avec Paul Magnier qui n'avait pas été favorisé par le parcours. Il était arrivé, j'ai l'impression qu'il est arrivé un petit peu émoussé, Paul Magnier. Moi, au départ de ce Tour d'Italie, il avait quand même pas mal roulé avant. Là, depuis le Tour des Flandres, il a coupé, alors que l'année dernière, il avait roulé jusqu'à Francfort. Il avait fait Tour des Flandres, il avait repris à Francfort avant le Tour d'Italie. Bon, au final, c'est un peu le même programme. Il avait fait Tour Tirreno, il a fait quand même pas mal de semi-classiques. Paul Magnier, de toute façon, il gagne en expérience d'année en année. Ce premier grand tour, ce premier Tour d'Italie, lui avait servi d'apprentissage. Il venait tout juste d'avoir 21 ans. Là, il vient tout juste d'avoir 22 ans il y a 3 semaines, Paul Magnier. Bon, à 22 ans, il a déjà 26 victoires chez les pros. C'est son 2e grand tour. On sent quand même qu'il va arriver à une certaine forme de maturité. Il remporte des épreuves, des courses en World Tour. Il remporte les sprints où il y a les gros sprinters qui sont présents. Il est respecté. Il y a aussi ça. Chez les sprinters, il faut se faire respecter. Paul Magnier est un petit peu payé par des mauvais placements, parfois, je vais pas dire une incapacité, mais une petite peur même pas la peur de frotter. Quand on est sprinter, on n'a pas peur de frotter, mais il tenait pas toujours les bonnes roues, il avait pas toujours les bons placements l'année dernière sur le Giro. Il avait fait 2 semaines de course avant d'abandonner. Bon, là, on sent qu'il arrive avec comme une certaine forme de maturité supplémentaire 1 an plus tard, Paul Magnier. De par sa fin de saison dernière où il a marché sur toutes les courses, on va dire, de seconde zone à l'Est en Europe et à l'Est en Asie, et il a repris parfaitement sa saison 2026 par 2 victoires en Algarve, et pas face à n'importe qui, face à des coureurs qui seront eux sur le Tour de France, face à Jordi Meeus ou du Jesper Philipsen. Après, tu l'as dit, derrière, c'était un petit peu plus compliqué pour lui sur cette campagne des classiques où on l'a un peu moins vu, beaucoup malchanceux, mais également il a chuté aussi sur Tirreno. Donc c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas vu Paul Magnier aux avant-postes. Et comme tu l'as dit aussi, il a coupé depuis le Tour des Flandres. Je pense qu'il est concentré sur le Tour d'Italie, et je pense qu'il est revanchard aussi, parce que connaissant le tempérament de champion qu'il a, je pense qu'il a cette année
à minimum envie d'aller en gagner une sur le Tour d'Italie. Ouais, avec en plus un profil de sprinter qui est capable de passer des bosses, et ça, sur des étapes un petit peu enlevées avec un peu plus de 2000 mètres de dénivelé. Et il peut s'accrocher quand même pour aller jouer la gagne. Paul Magnier qui sur Tirreno avait seulement pris une 4e place au sprint lors de la 3e étape, qui avait été remportée par Lund Andresen devant Arnaud Delis, Philipsen et Paul Magnier qui avait fait 4e. Joe Milan avait fait 7e. Et voilà, c'est un profil de sprinter qui passe partout, un petit peu comme l'était Arnaud Delis. On l'avait annoncé en début de carrière, avant qu'Arnaud Delis stagne un petit peu et connaisse quelques petits problèmes. Mais là, on sent que Paul Magnier, en plus, il a pris le lead dans l'équipe Soudal Quick-Step. Il va avoir un vrai train à ses côtés. Il va avoir une vraie équipe dédiée à lui. Il va vraiment être bien entouré. Je regarde un petit peu l'équipe Soudal Quick-Step. Stuyven, Van Gestel aussi. Avec exactement Stuyven, Van Gestel. Allez, que je me remette, que je trouve. J'arrive pas à le trouver. Au moment où je vais en parler... c'est parce que c'est maillot blanc, ils ont changé, ils passent en maillot... oui, c'est pour ça, exactement, tu fais bien de me le dire. Avec Van Gestel, Stuyven, Raccagnino Viro aussi, qui est un jeune Italien qui roule fort. Donc il a l'équipe fait pour. Il n'y a pas de coureur qui va jouer le classement général. Ça va jouer des coups avec Filippo Zana, mais ça va pas jouer le classement général. Non, t'as raison. Ouais, Filippo Zana, ça ira tenter des échappées, mais sinon tout est autour de Paul Magnier cette année. Non, c'est pour ça que je te dis, tout est fait pour que il joue les étapes, et il joue aussi pour moi aussi le maillot cyclamen. Je pense que c'est un objectif qu'il a dans un coin de sa tête. Ça. C'est possible, Paul Magnier en cyclamen à Rome? C'est possible, parce que regarde, même toi tu le mets en 3 étoiles au même titre qu'un Tobias Lund Andresen et un Jonathan Milan. Donc à partir du moment où on le met parmi les meilleurs sprinters, oui, après il faut être régulier. Il y a l'automontagne. Il y a l'automontagne en 3e semaine à gérer. L'année dernière, il abandonne en début de 3e semaine parce qu'il est émoussé. Ouais, il faudra qu'il tienne les 3 semaines. Et même si on dit qu'il passe bien les bosses, après la haute montagne, c'est un autre panier. Ouais. On a listé pas seulement Paul Magnier dans les sprinters à 3 étoiles. Bon, Tobias Lund Andresen, on en a quand même pas mal parlé, parce qu'on a parlé de Félix Gall tout à l'heure à la Décathlon CMA CGM. Il y aura une partie pour Félix Gall et l'autre partie pour Tobias Lund Andresen, avec notamment Tord Gudmestad qui, on sait que le duo travaille bien. Ils avaient scoré dès le début de saison en Australie. Oliver Neisen sera là. On aura Rasmus Soberg Pedersen qui sera là aussi pour l'entourer. On a une partie d'équipe d'un côté pour Gall, une partie d'équipe pour Andresen, et Andresen, c'est quand même la belle surprise de ce début de saison au très haut niveau mondial. C'est l'équipe parfaite, homogène en vrai, que ce soit pour le classement général et pour les sprints. Elle est parfaitement taillée. Bon, on regrettera forcément qu'il n'y ait pas un Français qui fasse partie de cette équipe. Ouais. Mais effectivement, Lund Andresen, on le pensait pas à ce niveau-là. Dès le début de saison, très impressionnant en Australie, qui remporte le premier sprint de la saison en World Tour. Mm-hmm. Et même, tu l'as dit, en plus, son duo, il marche super bien avec Tord Gudmestad. Ça marche super bien. Donc non, je serais pas surpris aussi de le voir aussi scorer à minima une étape. Il fait clairement partie des favoris. Et la conception de l'équipe, la structuration de l'équipe Décathlon CMA CGM sur le Giro, c'est normalement celle qui était prévue sur le Tour de France. Avec d'un côté Sexas et de l'autre Olaf Koy. On ne sait pas ce qui va devenir d'Olaf Koy dans les prochaines semaines. On sait un petit peu plus ce qui va devenir de Paul Sexas. Je me demande comment ils vont tourner leur équipe pour le Tour de France, si Olaf Koy arrive à revenir ou non. Et avec la place que prend Paul Sexas ces dernières semaines, j'ai une vraie interrogation. Quand je vois l'équipe du Giro et que j'essaye de me projeter sur celle du Tour de France, on verra dans quelques semaines au départ de Barcelone. Jonathan Milan, lui, fait quand même partie... t'es très gros sprinter au monde. Tu le mets comme favori pour le premier maillot rose? Je sais pas. Parce que depuis tout à l'heure, il y a un coureur qui me trotte en tête. On l'a pas encore parlé. Je pense qu'on l'évoquera juste après. Mais toi qui parles de... Qu'on l'a mis en 3 étoiles? Comment? Ce coureur-là, on l'a mis en 3 étoiles? Non, mais je sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, j'étais tombé sur son nom et on en parlait aussi. Dylan Groenewegen, tu vois, le sprinter qui passe pas les bosses et qui est très en forme sur ce début de saison. Je vois bien en grosse surprise comme ça arriver, équipe invitée, équipe Provenchard qui a pas été prise au Tour de France, et bam, maillot rose dès la première étape. Je vois bien Dylan Groenewegen pour les Rose Rockets prendre le maillot rose dès la première étape. C'est ça, je lisais
un article où Bastien Fema il parlait dedans en disant qu'ils forcément ils ont eu cette déception de pas participer au Tour de France cette année, mais qu'ils reposaient tous leurs espoirs sur le Giro et qu'ils avaient l'un des meilleurs sprinters actuellement, hein, celui qui marche le mieux. Et pareil, lui aussi il va avoir un train assez sympathique. Il y aura notamment Lucas Kubis aussi. Qui lui aussi pourra jouer sa carte personnelle sur des étapes un peu plus escarpées où là Groenewegen se fera distancer parce que tu l'as dit, lui c'est une machine à muscles, donc dès qu'il y a une petite bosse, il sera distancé. Mais pour une première étape, pour une étape toute plate, c'est un petit prono osé, mais allez, un petit Dylan Groenewegen, je le vois bien en rose lors de cette première étape. Et je vais partager ce prono avec toi. Je sais pas pourquoi, je sens la grosse surprise venir. Jonathan Milan, on en a parlé très rapidement. Bon, ça reste quand même Jonathan Milan, pratiquement ce qui se fait de mieux au monde en sprint. On regarde encore son palmarès de début de saison, avec une victoire d'étape à Tirreno, 3 victoires d'étape sur l'UAE Tour, il y a toujours un beau plateau de sprinters, 2 victoires d'étape à l'Alula Tour, il avait couru les classiques du printemps, il n'avait pas fait le Tour des Flandres, mais il avait fait Paris-Roubaix, après avoir fait à travers la Flandre, et alors l'ancien Gand Wevelgem, je vais éviter le In Flanders Fields, from Didelkirk to Wevelgem, voilà, j'ai dit une fois, je dirais pas 2 fois, mais quand on regarde son palmarès sur les grands tours, l'année dernière, il est maillot vert du Tour de France, et les 2 années précédentes, en 2023-2024, il est maillot du classement par points, c'est le maillot cyclamen si je me trompe pas, le classement par points c'est ça, maillot cyclamen du Tour d'Italie. Bon, quand il se présente au départ d'un grand tour, sur les 3 dernières saisons il remporte le classement par points. Comment ne pas mettre Jonathan Milan favori? On a beaucoup parlé de Paul Magnier parce qu'on est français, mais Milan c'est déjà une référence dans le sprint mondial, et en plus il a des résultats. En toute logique, Jonathan Milan, c'est le favori pour le maillot cyclamen. C'est celui qui est censé remporter le plus d'étapes sur ce Giro. En plus, il a un train aussi avec lui. Il y a du Tim Thornton-Jonenberg aussi, qui de base aussi est un très bon sprinter. Lui, je l'ai regardé de près, je suis depuis quelques années, je le vois venir de très très loin. Ah ouais, non, donc très bon aussi. Du Simone Consoni aussi qui sera dédié à lui, un capitaine de route avec un Max Wolscheid, un Sobrero aussi qui pourra aussi faire le rythme dans le train. Pareil, c'est une équipe aussi assez homogène avec une partie pour le classement général avec Derigi. C'est vrai que Derigi, on l'a un peu... moi, je l'ai pas j'avais mis en Elitol tout à l'heure, mais bon, voilà, on le voit un petit peu en fond de top 10. Mais, et une autre équipe, une autre version d'équipe pour les sprints. Donc une équipe aussi assez bien équilibrée. Et c'est le favori, Jonathan Milan, sur ses arrivées massives dans tous les cas. Bien évidemment. Je vais rappeler un petit peu les 3 de 1 étoile des sprinters et tu vas me donner un petit peu, allez, hors 3 étoiles, on vient bien de les évoquer. Magnier, Andresen, Milan et Groenewegen pour les 3 étoiles. En 2 et 1 étoile, j'avais mis Caden Groves, Arnaud Delis, Orluis Saolar, Ben Turner, Pascal Ackermann, Casper Van Uden et Malucelli. Pour les 1 étoile, Marcelluzzi, Michels, Penouet, Vernon, Mozzato et Blikra. Est-ce qu'il y a un coureur dont tu veux parler? Ça aurait pas été celui-là que j'aurais forcément parlé dès le départ, mais comme tu l'as cité, Malucelli qui a été l'un des seuls à battre Jonathan Milan sur le début de saison sur la Lula Tour. Qui sait, on n'est pas à l'abri aussi d'une nouvelle surprise. Il l'a déjà battu, donc pourquoi pas sur le Tour d'Italie. Un Caden Groves qui s'est également déjà imposé l'an dernier, on l'avait cité tout à l'heure. Et il y aura aussi cette belle attraction quand même. Arnaud Delis, je suis pas sûr qu'il était prévu de base sur le Tour d'Italie, mais en tous les cas, il n'est pas annoncé sur les 3 semaines. Je crois que lui, il fera 2 semaines et ensuite il abandonnera pour se diriger sur le Tour de France. Mais il a enfin débloqué au moment où l'on parle, la start list de l'Auto Intermarché n'est pas encore définitive, mais il nous est annoncé au départ du Tour d'Italie, parce qu'il a un programme après avec notamment le Tour de Wallonie dès le début juin avec le Copenhague Sprint, le Tour de Suisse et ensuite le Tour de France. Donc oui, normalement Arnaud Delis ne devrait pas faire les 3 semaines, tu as raison Paul. C'est ça, mais je crois que ça a même déjà été annoncé par l'équipe. L'équipe, elle s'en est pas cachée. Ouais. Mais je crois qu'il fera une dizaine de jours et il coupera. Et il a enfin débloqué le compteur là sur la fameuse Ardennes Classique, là, il y a de ça quelques jours. C'était pour nous, on s'enregistre il y a 2 jours de cela, après avoir pas mal tourné autour depuis le début de saison.
Donc on sait au final qu'Arnaud Delis, lui, c'est un homme qui est capable d'inverser la tendance en seconde partie de saison après avoir fait une première partie de saison un petit peu en deçà. Donc très curieux aussi de le voir sur un Tour d'Italie. Ouais. Ouais. Et puis toutes ces équipes qui ont besoin de prendre des points, parce qu'on parle beaucoup de points désormais. On pense à Astana, dès qu'ils peuvent prendre des points. C'est pour ça que Malucelli, j'ai quand même mis en 2 étoiles. Et puis son début de saison, il fait des top 5 à l'UAE Tour sur tous les sprints massifs. Voilà, tu le dis, il bat Jonathan Milan à l'Alula Tour. Il fait notre 5e place au sprint. Et puis au Tour du Hénan, qui allait disputer le Tour du Hénan au mois d'avril, il prend une 2e place derrière alors Dusan Rajovic. Voilà, bon, on se dit quand même que il n'était pas totalement en forme à Lucelli à ce moment-là, mais il est voilà parmi les sprinteurs réguliers. Et puis les Italiens à domicile sont toujours intéressants à suivre. Et puis Caden Groves, double vainqueur du classement par points de la Vuelta, qui l'année dernière avait fait 2e à Rome, 2e à Nova Gorica, qui avait remporté une étape à Naples. Voilà un petit peu. Ben voilà, pour les sprinteurs de ce Tour d'Italie, on a parlé des favoris, des sprinteurs, des Français. Ben, en parlant de cela, parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de Français au départ. J'ai pas le nombre exact de Français au départ, mais quand on regarde, on a parlé de la plupart des Français. On a parlé notamment de Mathis Rondel à la Tudor, et puis derrière Warren Barguil à la Picnic Postenel. Allez, Warren Barguil, on va voir s'il brillera, ou en tout cas il accompagnera, il sera capitaine de route de l'équipe. Et puis après Paul Magnier forcément pour les sprinteurs. Et ensuite les Français, il n'y a pas de Français à la Décathlon CMA CGM, mais il y aura dans cette équipe Groupama FDJ United, bon, qui va tenter de jouer des coups. Groupama FDJ United, on va pas en attendre beaucoup. L'année dernière, ils avaient un peu traversé le Giro comme une ombre. Cette année, Rémi Rochat peut-être sur les étapes de baroudeur pour les grimpeurs, et puis Paul Pénouet un petit peu pour se placer au sprint. On va pas être trop exigeant, Paul, avec la Groupama FDJ United. Ouais, c'est une équipe assez faible, on va pas se le cacher sur le papier. On peut attendre pourquoi pas un Brié Roland aussi en échappée. Et allez, aussi, on pourrait rêver avec un Rémi Cavagna sur l'unique contre-la-montre de 42 km aussi. Oui, on espère. En tout cas, ça sera sans doute son principal objectif à Rémi Cavagna sur ce Tour d'Italie. Paul, le cycle des temps, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Avec plaisir. On a fait un bon tour sur le Giro, c'était sympa. Ouais, un grand merci. On a pas mal parlé du Giro, on a parlé un peu de Paul Sexas. Faut pas nous en vouloir, on n'a pas trop parlé du Tour de Romandie, où il y a eu la victoire de Tadej Pogačar, bon, avec notamment Lenny Martinez qui a un petit peu brillé. C'est très sympa ce que montre Lenny Martinez dans ce début de saison. Aussi. Et un grand Dorian Godon, bien évidemment, le champion de France en titre, qui a brillé avec 2 victoires d'étape. Voilà un petit peu, on vient de parler du Tour de Romandie. Paul, le cycle des temps, Instagram, TikTok, YouTube. Exactement. Voilà, impeccable. Vous pouvez retrouver tous les contenus de Paul, notamment pendant le Tour d'Italie, avec pas mal de capsules prévues, je pense, Paul. Effectivement, ça va être un mois bien chargé en vidéo. Ouais. En effet, vous pouvez le suivre, nous, Vélo Podcast, à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, la chaîne YouTube de Vélo Podcast, ainsi que Deezer, Spotify, Apple Podcast, et puis les réseaux sociaux de Vélo Podcast pour retrouver les contenus de notre podcast. Merci à toutes et à tous. Paul, à très bientôt. À très vite. Ouais. Et à très vite dans Vélo Podcast pour la suite, pour le Tour d'Italie. On parlera aussi dans quelques jours le débrief du Tour d'Espagne féminin avec une victoire d'étape ce mardi, Cédrine Karbal, une victoire française. Ciao, ciao.